C'est eux-mêmes qui sont capables de faire toute bagaille bien, Seigneur Dieu, dans problème chez Jésus. Maladie, Seigneur Dieu, c'est eux-mêmes seuls grand médecin, papa, nous nous merci, Seigneur. Union, la paix, Seigneur Dieu, sécurité, Seigneur Dieu, bonheur éternel, Dieu, si beaucoup de sorti. Nous demandons, Seigneur Dieu, dans le moment ça, papa, nous mettons confiance à devant. Côté Seigneur Dieu, là, qui peut arriver, Seigneur, va mener à bon pour Seigneur. Nous me devant éternel Dieu, moi-même qui tout bout devant dans la Seigneur, c'est pas parce que moi bon, mais Seigneur Dieu, fais-moi grâce. C'est grâce, Seigneur, qui campe là, du bout là, Seigneur Dieu. Conférence mariage heureux. OK. Donc aujourd'hui, nous allons passer 5 jours, vraiment 5 jours où nous allons parler des clés, des secrets pour pouvoir vraiment avoir un mariage heureux. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que être heureux dans le mariage, c'est possible? Lorsqu'on regarde vraiment les statistiques, on voit que 50% des divorces en Europe, des mariages en Europe terminent par un divorce. Donc, on se demande bien, mais est-ce que vraiment c'est possible d'être heureux dans un mariage? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Oui, c'est possible. Maintenant, les personnes qui réussissent, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que ce sont des martiens? Est-ce qu'ils viennent d'une autre planète? Non. Mais il faut savoir que c'est comme pour tout dans la vie, il y a, lorsqu'on a décidé d'être heureux, eh bien, on a des choses aussi qu'on doit mettre en place. C'est pareil, dans le mariage, souvent on rentre dans le mariage, on rentre en couple en se disant, mais comme si on est entré dans le mariage, mais en pensant que le mode d'emploi est déjà là. Mais c'est vraiment comme pour toute chose. Le mariage, être à deux, la vie à deux, a besoin d'un mode d'emploi. Et donc, nous allons partager ensemble pendant ces quelques jours et plusieurs fois encore pendant l'année parce qu'il y a beaucoup de clés. Donc, pendant ces quelques jours, nous allons partager quelques clés vraiment pour que nous puissions vivre un mariage heureux. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils puissent aussi vivre non seulement les fiançailles, un bon choix, et puis aussi pour pouvoir à leur tour vivre le mariage heureux. Donc, comme j'ai pour habitude de le dire, la vie à deux, donc la vie conjugale, c'est vraiment comme une randonnée. Une randonnée, donc, il y a de très belles randonnées, par exemple, en Martinique. On voit vraiment dans le pays, ici, les randonnées vraiment avec de beaux endroits, de beaux paysages, des randonnées, quand tu entends les gens parler, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des randonnées dans l'île, au milieu de la Martinique. Donc, on voit vraiment qu'il y a de belles randonnées en Martinique où de beaux paysages, on se sent bien, on a la brise du vent, on a le sable, on a la mer, on a vraiment de belles choses. Et donc, on peut avoir la plus belle randonnée du monde. Si on n'a pas le bon matériel, ça va se transformer en la pire randonnée qu'on ait jamais vue. Donc, ça veut dire que même si la randonnée, elle est belle, même si l'endroit est magnifique, si on n'a pas un bon chapeau, si on n'a pas de bonnes chaussures, si on n'a pas la bouteille d'eau, si on n'a pas un bâton pour certains, eh bien, ça va se transformer en la pire randonnée, au point que peut-être même que vous allez dire, mais j'ai pas envie d'y retourner. C'est mon pire cauchemar, randonnée là, alors que cette randonnée a une bonne réputation. Cette randonnée, eh bien, tout le monde dit que c'est magnifique, que c'est très beau. Mais comme quand tu es allé dans cette randonnée, eh bien, tu as simplement été, parce que on t'a dit que c'était beau, tu n'as pas pris de chaussures de marche, tu n'as pas pris de chapeau, tu n'as rien pris, tu es parti, le soleil va taper, ça va faire mal. Les pieds vont te faire mal parce que c'est environ 2 heures de marche, surtout les plus belles randonnées ici. En général, c'est 2 heures de marche. On va avoir mal aux pieds, on va avoir le corps qui est brûlé. Donc, on va avoir un mauvais souvenir d'une randonnée qui, pourtant, à la base, est une belle randonnée. Donc, lorsque on part dans une belle randonnée sans le bon matériel, ça peut aller jusqu'à la blessure, voire même jusqu'à la mort. On ne va pas arriver jusque-là. Mais c'est tellement pour vous dire que la randonnée a beau être belle, si on n'est pas préparé à cette randonnée-là, si on n'a pas le bon matériel pour la randonnée, eh bien, elle va se transformer en un cauchemar qui va être très difficile à supporter. Et c'est pareil pour le mariage. Lorsqu'on rentre dans le mariage, on rentre dans la vie à deux sans s'être préparé, sans avoir quelques clés,
eh bien, ça peut devenir, même si le mariage, c'est la plus belle chose qui peut arriver à deux personnes, mais tout comme pour la randonnée, si on n'a pas pris le bon chapeau, les bonnes chaussures, le bon bâton, on n'a pas pris le bon matériel, le bon vêtement, eh bien, même la bouteille d'eau, eh bien, ça va devenir aussi difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, ah, tu es marié, courage. C'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans ça, parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on n'a pas mis en place les clés, ou bien on ne savait pas qu'il y avait des clés pour pouvoir être heureux. On s'est simplement, comme on dit, on se dit, mais voilà, c'est comme ça, tous les mariages, ça va pas de toutes les façons, donc on se résigne et puis on avance, on supporte jusqu'au bout. Pour certains, il y en a qui divorcent, mais il y en a qui supportent jusqu'au bout, mais ce n'est pas cela le mariage. Le mariage est censé vraiment être un merveilleux passage, un merveilleux moment sur cette terre. Je dirais aussi que le mariage, c'est comme un terrain miné. Je vous donne plusieurs images pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi il est important de pouvoir se former, tout comme on se forme pour d'autres choses, il faut se former aussi pour la vie à deux. Le mariage, c'est comme un terrain miné. Donc, un terrain miné, ça veut dire que c'est un terrain où il y a des mines, donc des explosifs qui, à n'importe quel moment, peuvent exploser. Donc, quand quelqu'un marche sur un terrain miné, j'essaye déjà de mettre l'image, quand quelqu'un marche sur un terrain miné, eh bien, tout de suite, la personne risque soit de se blesser, soit de perdre la vie, soit, voilà, ça va être un peu compliqué lorsqu'on marche sur un terrain miné et on ne sait pas où sont placées les mines. Le mariage est comme un terrain miné. Un beau terrain, certes, mais un terrain miné. Mais comme pour le terrain miné, quand tu sais où se trouvent les mines, à partir de ce moment-là, tu marches tranquillement sur le terrain parce qu'en fait, tu sais exactement où se trouvent les mines et donc tu pourras traverser ce terrain-là et puis faire ta promenade sur ce terrain-là tranquillement. Le mariage, c'est ça. Il y a des mines, il y a des préparations à faire, il y a un bâton qu'il faut prendre, il y a un chapeau qu'il faut prendre et c'est ce que nous allons voir. On ne va pas pouvoir voir tout en 5 jours, mais on va essayer de voir un peu une des bases, l'essentiel. Donc, comme un terrain miné, comme une belle randonnée, il faut pouvoir se préparer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va développer, c'est l'une des mines dans le mariage. Donc, plusieurs mines dans le mariage. Qu'est-ce que j'appelle les mines dans le mariage? Dans le mariage, il y a plusieurs mines comme, par exemple, la belle famille. La belle famille, c'est une mine dans le mariage. Ça veut dire que si tu ne te rends pas compte que la belle famille peut être une mine dans le mariage, eh bien, ça peut exploser et puis détruire un mariage. Il y a un pourcentage quand même assez élevé de couples qui divorcent à cause de la belle famille. Les enfants aussi peuvent être une petite mine dans le mariage. Si on ne cadre pas bien les choses, si on ne prend pas les choses à l'avance et qu'on ne se rend pas compte que les enfants peuvent être une mine dans un mariage, ça peut aussi exploser à un moment donné. Donc, il y a plusieurs choses comme ça dans la vie, les acquis. Parfois, on se dit, bon, on est marié depuis 10 ans, 20 ans. C'est bon, j'ai aucun effort à faire, c'est déjà acquis. Ça aussi, c'est une mine. La monotonie aussi, c'est une mine. Comme on dit, le train, métro, boulot, dodo, c'est aussi une mine. Donc, lorsqu'on sait, on connaît toutes ces mines-là, eh bien, on peut commencer la communication. Le problème de communication, c'est aussi une mine. Une autre mine encore qu'il y a dans le mariage, c'est la différence de mentalité, la différence de raisonnement qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des mines qui, à partir du moment qu'on les connaît, qu'on peut les désamorcer, eh bien, on peut vivre une vie heureuse dans le mariage. Donc, ça veut dire que il y a des couples qui vivent heureux, ils ont 60 ans de mariage, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, et ils sont encore amoureux, ils sont encore heureux. Mais il faut pouvoir connaître les mines pour pouvoir les désamorcer. Donc aujourd'hui, on va parler d'une des mines, c'est la communication. La communication, vraiment, c'est l'un des plus gros problèmes qu'il y a, qu'on retrouve vraiment dans le couple. Problème de communication. On a du mal à communiquer efficacement dans le couple. Donc, on va pouvoir parler de ça parce que beaucoup de couples divorcent finalement parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'on n'a pas su comprendre l'autre, parce qu'on n'a pas su se faire comprendre aussi de l'autre. Donc, il est important de premièrement commencer par
la communication. Après, nous allons voir d'autres choses. Durant la semaine, nous aurons l'occasion de voir l'amour dans le mariage, la fidélité, l'infidélité dans le mariage, le devoir de l'homme, le devoir de la femme. Toutes ces choses-là, on va pouvoir voir les finances, si on a le temps. On va aussi voir les finances dans le mariage, dans le couple. Donc, voilà ce que nous allons pouvoir développer durant cette semaine. La communication, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Ça, c'est une clé à maîtriser. Ça, c'est la base. Ça veut dire que si on ne maîtrise pas la communication, c'est compliqué de pouvoir vivre à deux. La communication, c'est quoi? Communiquer, c'est lorsque, eh bien, on parle à son conjoint, à sa conjointe. Donc, tu parles à quelqu'un qui est en face de toi pour pouvoir lui exprimer quelque chose, un besoin, tu veux lui faire comprendre quelque chose. Et en retour, eh bien, tu écoutes sa réponse aussi à elle. Ça veut dire que la communication, c'est vraiment un échange de paroles. On échange et on s'écoute. C'est surtout ça qui est important. On échange, on parle, mais aussi on s'écoute. Parce que beaucoup de couples, eh bien, discutent beaucoup. Ça veut dire qu'ils passent peut-être beaucoup de temps à discuter, mais ils ne communiquent pas. Ça veut dire qu'on parle de la vie de tous les jours, ça a été au travail, les enfants, voilà. On parle, on discute, mais on n'a pas de communication. Ça veut dire que parfois même, on discute, mais on n'écoute même pas ce que l'autre a dit. Ça veut dire que peut-être que 5 minutes plus tard, tu dis, tu te rappelles que je t'ai dit telle chose? On sait même plus ce que l'autre a dit parce qu'en fait, on a tellement pris l'habitude de discuter et pas de communiquer que finalement, on se rend même pas compte quand dans la maison, on ne discute plus depuis des années. Donc, la communication, c'est parler et surtout écouter, apprendre à écouter l'autre qui est en face de nous. Donc, dans le couple, la communication est importante. Premièrement, nous allons voir qu'il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en compte pour pouvoir vraiment avoir une communication efficace. Parce que tu peux communiquer et puis c'est pas efficace. Parce que, comme j'avais déjà pris cet exemple-là d'un couple qui se disputait, ils ont commencé à se disputer à 20h. À 4h du matin, ils étaient toujours en train de se disputer. Quand je vous dis ils se disputaient vraiment. Ça veut dire qu'ils ont commencé à 20h. À 4h du matin, ils étaient en train de se disputer toujours. Et ils sont sortis de cette dispute sans rien avoir conclu, sans s'être compris, sans, voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une discussion. On a discuté, on a parlé, mais en fait, on n'a pas eu de communication. L'un n'a pas écouté l'autre. C'est-à-dire que un a dit ce qu'il avait à dire, l'autre a dit, et puis chaque personne parle en même temps, et puis finalement, on a une communication qui est inefficace. Finalement, on ne sait même pas pourquoi ça a commencé. Finalement, on ne sait même pas qu'est-ce qui a déclenché ça, comment faire pour trouver des solutions. Et donc, c'est ce qu'on appelle la communication qui n'est pas efficace. Donc, on va voir ensemble qu'il y a différentes clés pour pouvoir avoir une communication efficace. Donc, pour avoir une communication efficace, premièrement, il faut pouvoir éclaircir ce qu'on veut dire à l'autre. Premier point, éclaircir ce qu'on veut dire à notre conjoint, à notre conjointe. Qu'est-ce que je veux lui dire exactement? Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance, bon, comme le truc est chaud, il faut tout de suite aller dire. Et puis, on ne réfléchit pas vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut exactement que l'autre comprenne? Donc ça, c'est vraiment important, une clé importante de comprendre que, eh bien, avant même que je puisse aller vers mon conjoint, vers ma conjointe, il faut que moi-même, dans ma tête, j'éclaircis exactement ce que je veux dire à mon conjoint. Qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne à la fin de la discussion? Qu'est-ce que je veux vraiment qu'il comprenne, qu'il saisisse? Et quand ça, c'est clair dans ta tête, à partir de ce moment-là, tu peux dire, bon, maintenant, je vais lui parler. Faut pas juste parler parce que, oui, il faut régler le problème tout de suite. Il faut prendre le temps de pouvoir vraiment éclaircir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut transmettre comme information. Quelle information? La question qu'il faut que tu te poses avant de pouvoir parler à ton conjoint, de pouvoir parler à ta conjointe, c'est qu'est-ce que je veux qu'il comprenne à la fin? Qu'est-ce que je veux lui communiquer comme information? Ça, c'est numéro 1. Éclaircissez vos pensées avant de parler. Parce que, comme a dit, il y a un philosophe qui lui a dit, ce qui se conçoit clairement s'énonce facilement. Ce qui se conçoit clairement dans la tête s'énonce
aisément. Donc, ça veut dire que quand c'est clair dans ton esprit ce que tu veux qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent, eh bien, à partir de ce moment-là, tu pourras l'énoncer clairement. Mais si tu pars avec une idée à peu près, que juste que quelque chose t'a dérangé, et puis on part comme ça, et puis on dit, bon, voilà, chérie, telle chose, telle chose, telle chose, sans avoir réfléchi, sans avoir pensé vraiment à la question, qu'est-ce qui me dérange? Parfois, on démarre même sans même savoir exactement, mais qu'est-ce qui m'a dérangé dans ce qui vient de se passer? On sait juste que ça nous a dérangé, et puis on démarre, on va vers le conjoint, on va vers la conjointe. Et donc, à partir de ce moment-là, l'un ne comprend pas l'autre et on a mal commencé le temps de communication. Et donc, évidemment, on va sortir de cette discussion sans aucune solution. Et donc là, ça va mettre des couches sur l'amour. On va voir ça après, mais ça met des couches de poussière ou de terre sur l'amour. Et c'est ce qui, au fur et à mesure, à force, va finir par étouffer l'amour. Ça fait partie des choses qui finissent par étouffer l'amour. L'amour ne disparaît pas comme pensent beaucoup de personnes. L'amour, la plupart du temps, l'amour qu'on pense qu'il disparaît, c'est juste que l'amour est étouffé par beaucoup de choses qu'on pourra voir au fur et à mesure, mais l'amour est souvent étouffé. Donc ça fait partie des choses qui étouffent l'amour tout doucement. Une petite couche, une petite couche, une petite couche, jusqu'à ce qu'un jour, pour un rien, tout explose, on comprend pas, divorce et puis c'est terminé. Ou bien, pour ceux qui simplement ont décidé, ben, je reste là parce que tout simplement, je me suis mariée devant Dieu, donc je ne veux pas me séparer. Et puis on reste là, et puis on est en souffrance, et puis c'est un foyer qui est détruit, c'est un foyer qui est en souffrance parce que voilà, tout simplement, on a accumulé des couches à cause des problèmes de communication. Donc, première chose, éclaircissez vos pensées avant de parler. Deuxième clé importante dans la communication, pour communiquer efficacement. Pensez que dans la communication, il y a toujours des filtres. Ce que j'appelle les filtres, ça, c'est des choses qui changent un peu la perception. Ça veut dire que, par exemple, tu as dit quelque chose à ton mari, vous avez dit quelque chose à votre conjoint, à votre mari, à votre épouse, à votre femme, vous lui avez dit quelque chose, mais par exemple, on va prendre le filtre de la colère. Les émotions, c'est un filtre. Donc, par exemple, à ce moment-là, il y a la colère. À cause de la colère, même si, eh bien, ce que vous étiez en train de dire est une bonne chose, une chose qui est peut-être effectivement justifiée, qui est peut-être légitime même, à cause de la colère ou bien à cause d'une autre émotion comme par exemple la tristesse, eh bien, l'information ne sera pas bien comprise ou bien l'information ne sera pas entendue. Donc, lorsque on veut communiquer efficacement, il nous faut faire attention aux filtres qui vont venir se mettre entre nous et notre conjoint, nous et notre conjointe. Les filtres sont quoi? Les filtres, c'est ce que je disais, donc c'est les émotions, la colère, la rancœur, la tristesse, tout ça, ce sont des filtres. Il y a d'autres types de filtres, comme par exemple l'éducation. L'éducation aussi peut être un filtre. Le fait que la personne, par exemple, soit occupée, ça arrive assez régulièrement. Par exemple, une femme va souvent, comme elle a besoin de lui dire la chose maintenant, tout de suite, c'est au moment où lui, il vient de s'asseoir sur son canapé, s'affaler sur son canapé après une dure journée de travail. Ben, évidemment, la femme, elle, qui ne l'a pas vu pendant la journée, ben, se dit, ben, c'est l'occasion de pouvoir parler à mon cher et tendre époux. Mais malheureusement, à ce moment-là, lui, il avait décidé que, bon, je rentre à la maison, je vais me reposer, je vais juste regarder mon petite émission, mon petit match de football, juste un petit moment, et puis ensuite, on verra. Mais la femme, elle, c'est à ce moment-là qu'elle voudrait discuter, peut-être légitime. Mais le problème, c'est qu'il y a un filtre qui est, ben, l'émission. Dans sa tête, pour lui, il est là pour regarder son match. Donc, il est concentré sur le match. Ça veut dire que tu auras beau essayer la femme aura beau essayer de discuter, d'essayer d'expliquer, essayer de, même avec toute la douceur, tout l'amour qu'elle pourra manifester, ça va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il va dire oui, oui, simplement par respect pour sa femme, mais ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a le filtre de l'occupation. La personne est occupée dans sa tête. Ça peut être pas forcément la télé. Ça peut être tout simplement la personne était assise en train de réfléchir à quelque chose. Elle était en train de calculer quelque chose et à ce même moment-là, on vient pour essayer de communiquer.
Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de filtre d'occupation lorsqu'on vient parler pour son conjoint, sa conjointe. Donc, les filtres, ce sont des briseurs de communication aussi. Ça veut dire que ça donne à la communication une mauvaise qualité. Donc, lorsqu'on veut communiquer efficacement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de filtre. Ne jamais parler sous la colère. Par exemple, on a un problème à régler, on va pas dire, mais tout de suite, là, on doit régler ça parce que bon, ça fait plusieurs fois que ça arrive, il faut régler le problème tout de suite. Et puis, on commence à essayer de régler le problème avec cette émotion qui est un filtre, qui est la colère. On est en colère, mais on veut quand même régler tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Si on est en colère, on attend que tout le monde, les émotions de la colère partent, parce que les émotions, ce sont des choses qui sont passagères. Et malheureusement, même si elles sont passagères, elles changent la perception de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'elles changent la perception de la phrase ou bien de l'information qui est donnée. Ça veut dire que si, par exemple, tu me dis quelque chose, même si c'est gentil, mais le fait qu'il y a la colère qui est là, cette émotion-là va transformer ce que tu as dit et ça va devenir ça va être malvenu. Ça va être même vexant, alors que, en temps normal, si l'émotion de la colère, l'émotion de la tristesse n'était pas là, c'était une émotion, par exemple, de joie qui était là, une émotion de contentement qui était là, eh bien, la même phrase serait passée tranquillement. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que lorsqu'on commence une communication, on veut communiquer efficacement, il faut absolument retirer, vérifier en tout cas qu'il n'y ait pas de filtre éducation, filtre d'occupation, filtre de colère, filtre d'émotion, surtout les émotions, faire très attention. Quand il y a les pleurs, quand il y a de la tristesse, il faut pouvoir se dire, avoir la sagesse de dire, bon, on arrête un moment la communication et quand toutes ces émotions négatives seront apaisées, on va pouvoir reprendre la communication de façon efficace. Donc ça, c'est la deuxième clé pour communiquer efficacement. On est là? Ça va? Vous ne vous endormez pas? Troisième clé. Troisième clé pour avoir une communication efficace. Éliminer l'accusation de votre langage. Alors ça, c'est vrai qu'on a cette tendance, lorsque effectivement le conjoint a tort, la conjointe a tort, on a tendance à dire, mais c'est de ta faute, tu as fait ça, c'est parce que tu... Il faut absolument éliminer l'accusation dans notre langage. Mais quelqu'un va me dire, mais oui, mais comment on fait? Parce que si c'est de sa faute, c'est de sa faute et puis c'est tout. Pourquoi passer par jardin, comme diraient certains? Pourquoi passer par d'autres chemins? Puisque c'est sa faute, point. L'accusation, en fait, va créer un filtre. Parce qu'à partir du moment que tu commences à accuser, tout de suite, la personne va se braquer. Souvent, ça arrive que la femme va dire quelque chose en accusant et l'homme, tout de suite, il va se braquer. Et là, à partir du moment qu'il est braqué, eh bien, c'est fini. Tu vas parler comme tu veux, tu vas faire la douceur, la joie, la paix, tout ce que tu veux. À partir du moment qu'on a commencé par l'accusation, ça a déjà mis un filtre qui va, eh bien, empêcher qu'on puisse avoir une communication qui soit efficace. Donc, éviter l'accusation. Maintenant, il y a une autre manière de pouvoir parler, de pouvoir transmettre une information, de pouvoir faire comprendre au conjoint, bon, tel comportement, je n'aime pas. Par exemple, si c'est une question de chaussettes par terre, on va prendre l'exemple des chaussettes. Il arrive, il laisse ses chaussettes, alors que sur son chemin, il y a un panier par là, de linge sale, et puis un petit peu plus loin encore, vous avez mis exprès un autre panier pour qu'il puisse mettre ses chaussettes. Mais monsieur étant fatigué, il va s'asseoir sur le canapé, et puis il se dit dans sa tête, bon, lorsque j'ai terminé de regarder mon émission, ou bien j'ai terminé, je souffle un peu parce que la journée a été difficile, je souffle 10 minutes et puis ensuite je vais déposer mes chaussettes au bac à linge sale lorsque j'irai dans la douche ou bien lorsque je vais retourner. Malheureusement, il enlève les chaussettes et puis il l'oublie sur le canapé ou bien il l'oublie souvent par terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La femme va arriver, elle va dire, mais c'est toujours la même chose avec toi, tu salis la maison, tu mets le désordre, tu sais bien que je n'ai pas le temps. Tout de suite, on est dans l'accusation, tout de suite, eh bien, le conjoint, il va se braquer et là, on aura mis un filtre, on aura beau parler et reparler, et bien, la communication ne va aboutir à rien. Une façon, par exemple, de pouvoir exprimer ça, ce mécontentement, c'est peut-être, par exemple, de dire, mais
Chérie, tu sais que lorsque tu mets tes chaussettes au sol, moi, je me sens, ça me blesse parce qu'en fait, je me sens comme si je suis ta bonne, comme si je suis ta servante et pas ton épouse. Donc là, déjà, on n'est pas dans l'accusation. Donc là, c'est la même chose. Ça veut dire que ça exprime exactement la même chose, mais je suis sortie du registre de l'accusation. Donc, si on veut avoir une communication efficace, tout être humain, si on veut avoir une communication efficace, même en société, si tu commences par l'accusation, c'est fini. Tu auras beau continuer à parler, tout de suite, il y a un filtre qui se met et la communication va être difficile à établir et puis pouvoir faire vraiment se faire comprendre ou bien se faire entendre. Donc ça, c'est la troisième clé pour avoir une communication efficace. Quatrième clé, donc pour pouvoir avoir une communication efficace, c'est lorsque tu communiques avec ton conjoint, il faut savoir qu'il y a le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est quoi? Alors, on dit qu'en général, il y a très peu de pourcentage. Par exemple, quand je vais parler là aujourd'hui, selon les psychologues et les études qui ont été menées, en général, on retient très peu de ce que je dis là. Mais tu vas retenir, par exemple, les deux schémas du départ. Les deux schémas concernant la randonnée, concernant les mines. Tu vas retenir mes gestes. Donc, il y a un langage qu'on appelle le langage non verbal qui, malheureusement, ou bien je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou pas, mais qui prend beaucoup de place dans la communication. Ça veut dire que tu auras beau venir auprès de ton conjoint ou de ta conjointe et de dire, mais chérie, telle chose, telle chose, telle chose. Mais si tu viens, tu dis, tu as beau dire une belle phrase, hein, ça peut être même une poésie, ça peut être même une phrase de poème. Mais le fait de le dire avec un genre d'irritation, ou bien le fait de le dire avec un visage un peu contrarié, sans être trop contrarié, un visage un peu qui essaye de rester neutre parce que tu essayes de faire des efforts, mais au fond de toi, tu as quelque chose quand même qui te gêne et que tu as envie de dire. Et donc, du coup, tu essaies quand même d'être gentil et de pouvoir dire au conjoint les choses gentiment, mais il y a tellement de choses à l'intérieur que ça va se manifester dans ton langage non verbal. Donc, sur le visage, on va voir quelques mimiques qui font que même si tu dis le plus beau « je t'aime » du monde, à cause du langage non verbal, ta gestuelle, ta façon de mettre tes bras, ta façon de te tenir, ça va donner une impression différente. Ça veut dire que avec ta bouche, tu dis « je t'aime », mais avec votre visage, avec votre corps, il y a un autre message qui passe. Et souvent, pas souvent, statistiquement, c'est prouvé que ce qu'on retient, c'est pas le « je t'aime », c'est le visage qui a été mis avec le « je t'aime ». Donc, ça veut dire que dans la communication, on va retenir plus le langage non verbal. Donc, faire attention à sa gestuelle. Si dans ton cœur, il y a double jeu, règle le problème avant de dire un « je t'aime » ou avant de dire une phrase gentille, parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes, ils discutent, ils disent « mais je lui parle gentiment, je suis en train de lui dire des choses gentilles, je suis en train de lui dire des choses agréables et il m'agresse. » Ou bien je suis en train de lui dire des choses agréables et elle m'agresse. Mais en fait, au-delà des choses agréables qui sortent de vos bouches, il y a aussi le langage non verbal et cette personne-là retient le langage non verbal. C'est humain, c'est comme ça. Lorsqu'on parle, l'être humain retient principalement le langage non verbal, notre gestuelle, notre visage, voilà. Donc, quand tu dis je t'aime, mais avec un visage un peu raide, tu auras beau dire oui, mais tu vois, je lui dis je t'aime, maintenant elle me dit que oui, c'est pas un bon je t'aime, alors que tu as dit je t'aime, mais le visage un peu raide. Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est comme ça mon caractère, c'est comme ça que je suis. Je lui ai dit je t'aime de tout mon cœur, mais mon visage, c'est comme ça que c'est. Malheureusement, le langage non verbal est très important dans la communication pour qu'elle soit efficace. Éphésiens 4, verset 6, nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, ça veut dire que même si ce que tu as à dire, c'est une bonne chose,
Tu as peut-être même raison et l'autre a peut-être même tort, certes. Mais il y a une manière de parler en fonction de la personne qui est en face de toi. Et généralement, tu es censé apprendre à connaître ton mari, ta femme, pour savoir comment tu dois lui parler et comment tu ne dois pas lui parler. Que nos paroles soient assaisonnées de grâce et de sel. Donc, vraiment, accompagné de grâce et assaisonné de sel. Donc, ça veut dire qu'on doit faire attention à la manière dont on parle. Même si ce que tu dis est légitime, tu es obligé de faire attention à la manière dont tu parles à ton conjoint, à ta conjointe. Grâce, la douceur. Parfois, souvent, c'est vrai qu'on a une tendance à beaucoup de personnes, ça arrive souvent dans les couples où à force d'avoir laissé les couches s'accumuler sur l'amour, eh bien, on commence à avoir une certaine... on est aigri dans la maison, voilà. On est aigri dans la maison et donc, du coup, ça se ressent sur le langage. Et donc, même si tu essayes d'être gentil, mais comme ça se ressent sur le langage, ça manque de douceur, ça manque de sel, eh bien, la communication aussi ne va pas bien passer. Lorsque on communique, c'est important aussi d'écouter. Alors ça, c'est une clé très importante. Écouter. Je parle à mon conjoint, je parle à mon épouse. Il faut que j'apprenne aussi à écouter. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que souvent, on a observé que les couples, souvent, un parle et puis il attend juste que l'autre ait fini. Et puis quand l'autre a fini, il va aussi parler. Et ainsi de suite, quand il a fini. Et puis, pire, il y en a même qui, pendant que l'autre est en train de parler, il réfléchit déjà à quelle réponse il va pouvoir donner après. Donc, ça veut dire en fait qu'on n'est pas en train d'écouter ce que l'autre est en train de dire et ça pose de gros problèmes de communication. Et puis, on finit par ne pas se comprendre, on finit par ne pas résoudre les problèmes et puis on n'avance pas. On stagne, on accumule de la poussière sur l'amour et puis l'amour s'étouffe jusqu'à ce que, on est séparés dans la maison sans même qu'on a même le temps de voir ça arriver. Donc, il faut apprendre à écouter. Je dois me taire non seulement dans ma bouche, mais je dois me taire aussi dans ma tête. Donc, ça veut dire que il me parle, elle me parle, j'écoute. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle essaye de me transmettre comme message, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire exactement. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'écoute vraiment avec un silence dans ma tête. Je ne réfléchis pas, mais oui, mais elle a tort. Tu es en train de réfléchir dans ta tête, mais elle a tort. Donc, j'attends qu'elle ait terminé pour lui dire ça. Donc, ça, il faut, important, je communique, j'écoute. Elle parle, j'écoute. Ne pas parler en même temps. Lorsqu'on écoute quelqu'un, ça, c'est une clé de base pour une communication efficace. C'est très, très important, l'écoute. Lorsqu'elle parle ou bien il parle, je me tais. Je ne parle pas en même temps. Ça arrive souvent que dans la colère, dans la chaleur de la dispute, eh bien, je parle, tu parles, je parle, tu parles, je parle, tu parles, et puis souvent on parle en même temps. Finalement, la communication se résume à comme si deux personnes qui roulent sur l'autoroute, l'un à côté de l'autre. Tous les deux, ils roulent, donc tous les deux parlent. Mais finalement, à aucun moment, ils ne se rejoignent parce qu'ils sont tous les deux en parallèle. Donc, c'est vraiment important de pouvoir écouter pour que, eh bien, on puisse se rejoindre et puis pouvoir trouver des solutions, se soulager, avancer, se pardonner. Donc, il est important de pouvoir écouter. Autre chose, si on veut avoir une communication efficace, c'est vérifier votre compréhension. C'est très important. Je dois vérifier, est-ce que, OK, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, dis-moi si j'ai bien compris. Donc, tu m'as dit que les chaussettes que je laisse par terre, ça te vexe parce que quand tu vois les chaussettes par terre, tu as le sentiment d'être une esclave ou tu as le sentiment que je te manque de respect. Donc, on reformule pour voir est-ce que c'est bien ça que, eh bien, ma conjointe, mon conjoint a voulu me transmettre comme information. Prendre le temps de reformuler. Très important. Peut-être, tu vas dire, mais ça prend du temps de faire ces choses-là, mais c'est vraiment très important. Reformule, répète. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle m'a dit telle chose? Est-ce que tu m'as bien dit telle chose, telle chose? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Il faut reformuler, eh bien, ce que tu as entendu pour être sûr que c'est bien ce que tu as compris. Autre clé importante pour la communication, vous êtes une équipe. Vous n'êtes pas deux concurrents qui essayent de voir qui va gagner, qui va avoir le dernier mot. On est une équipe. Ça veut dire que dans le mariage, eh bien,
si le mariage échoue, c'est toute l'équipe qui échoue. Ça veut dire que c'est vous deux qui perdez parce que c'est vous deux qui allez avoir mal. Donc, ça veut dire qu'on doit se rendre compte que dans le mariage, on est une équipe. Donc, quand on communique, je ne dois pas chercher à dominer, je ne dois pas chercher à avoir le dernier mot, même si on a envie d'avoir le dernier mot, mais il faut te dire non, on est une équipe. Ça me sert à rien d'essayer d'avoir le dernier mot à tort ou bien, voilà. Mais il faut tout simplement trouver des solutions, apprendre à avoir la sagesse de se dire, OK, là peut-être que j'ai tort, se remettre en question. On est une équipe, on n'est pas là pour se battre l'un contre l'autre, qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui n'a pas raison. C'est pas une question de qui a raison et une question de qui n'a pas raison. C'est une question de, on a un mariage, on a un jardin, on a une belle randonnée à traverser. La vie aujourd'hui est un petit peu, je pense, trop déjà compliquée, trop de stress déjà pour que en dedans de la maison encore, eh bien, on ait tout un stress encore supplémentaire. Donc, OK, dehors, il y a le stress, il y a les problèmes, etc. Mais dans notre maison, on doit travailler à ce que on puisse faire une belle randonnée. C'est vraiment comme pour toute chose. Tu ne peux rien avoir sans faire un minimum de travail. C'est comme un jardin. Un jardin, je parle des jardins de fleurs, même les jardins, peu importe le type de jardin, si tu veux avoir un bon jardin, il n'y a personne qui va me dire que il a juste un petit carré de terre et puis il a juste lancé des graines de rose, des graines de ci, des graines de ça. Ça a poussé et puis ça a fait un magnifique jardin. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Il faut, OK, tu as mis les graines. Déjà, il faut pas mettre les graines n'importe comment. Il faut pouvoir les mettre au bon moment. Il faut pouvoir les arroser, prendre soin. Et quand ils ont grandi encore, on passe à une autre étape qui est veiller à ce que les bêtes ne mangent pas. Il faut veiller aussi à ce que l'herbe, eh bien, n'étouffe pas. Donc, il faut arracher l'herbe. Et puis, au fur et à mesure que le jardin grandit, il y a une étape différente. Il y a une étape différente que tu dois rajouter, il y a des choses que tu dois faire. Enfin, si tu veux avoir un bon jardin, toute personne qui veut avoir un beau jardin, où les gens, quand ils vont passer, ils vont dire « Wow, mais ton jardin est magnifique », il faut pouvoir en prendre soin. Les gens du dehors vont dire « Ah, mais ton jardin est magnifique, c'est facile, je comprends pas. Moi, mon jardin, c'est un carreau, c'est… » Mais en fait, tout jardin a besoin de soins. Le mariage a besoin de soins. Lorsque on est à deux, ça a besoin de soins. On a des étapes qu'on doit mettre en place, on a des choses qu'on doit mettre en place. Il y a une façon de communiquer. Donc aujourd'hui, nous voyons la communication. Donc, on est une équipe. Une équipe, je ne dois pas chercher à gagner, je ne dois pas chercher à dominer, mais je dois chercher à trouver une solution pour que notre jardin continue de grandir, pour qu'enlever les mauvaises herbes. Si c'est une mauvaise herbe qui a causé une dispute ou bien qui a causé une tristesse, eh bien, il faut s'asseoir et communiquer. Il faut parler. Ça, c'est important, il faut parler. Lorsqu'on communique, donc, on a dit qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, donc, à prendre en compte. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire la différence qu'il y a entre la façon de penser de l'homme et de la femme. Mais sachez néanmoins, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais si tu le savais, on le rappelle, il y a une différence de mentalité radicale entre l'homme et la femme. L'une des différences, par exemple, on te dit que, en gros, on va dire ça comme ça, juste pour qu'on puisse comprendre que un homme, par exemple, il aime bien traiter un dossier, 2 dossiers maximum en même temps. Quand je parle de dossier, je ne parle pas forcément de papier, mais je parle d'une situation. Il va régler une situation en même temps. La femme, elle a cette tendance naturelle à régler même 5, 6, 7, 10 dossiers en même temps. Très dérangeant et à partir de ce moment-là, ça peut aussi être une source de dispute parce que l'homme va se dire, mais il ne comprend pas. Pourquoi il ne se concentre pas sur quelque chose? Maintenant, qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Ça dépend. Parce qu'un homme, justement, comme il se concentre sur 1 ou 2 dossiers maximum, il sera concentré. Donc, peut-être moins risque d'erreur. Il est concentré sur ce qu'il fait. Donc, il va peut-être atteindre l'objectif beaucoup plus vite. Une femme, par exemple, qui traite plusieurs dossiers en même temps, mais la femme, elle a une vision qui est élargie. L'homme, il a une vision concentrée. Il a une vision, ça veut dire qu'il se concentre sur ce qu'il fait. La femme a une vision élargie, donc la femme, elle va peut-être prévoir quelque chose que l'homme n'avait pas prévu. Donc, est-ce que c'est une qualité chez l'homme, un défaut chez l'homme, ou une qualité chez la femme, ou un défaut chez la femme? On ne pourra pas dire ça, on pourra dire que les deux se complémentent. Mais en tout cas, c'est une différence entre l'homme et la femme qui peut aussi causer des incompréhensions,
qui peut être aussi une source de problèmes de communication. Même dans les relations intimes, il y a cette différence de pensée entre l'homme et la femme qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que cette différence-là est énorme. On va en parler vite fait, mais ce n'est pas le sujet du soir. Par exemple, l'homme, pour qu'il puisse se sentir bien, il faut qu'il ait sa relation intime. La femme, pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'elle se sente bien. Donc, vous voyez deux mentalités totalement différentes qui causent beaucoup de problèmes parce que l'homme ne comprend pas pourquoi la femme doit se sentir bien pour pouvoir le faire, alors que lui, justement, lui, il faut qu'il se sente, il faut qu'il le fasse pour se sentir bien. Donc, il a du mal à comprendre, mais pourquoi la femme, elle, c'est l'inverse. Pareil pour la femme, elle ne comprend pas, mais pourquoi l'homme, absolument, il faut qu'il fasse ça, alors que on n'a jamais le temps, c'est toujours, comme certains disent, joke. Et puis, voilà. Mais c'est simplement une différence entre l'homme et la femme à prendre en considération dans nos communications. C'est très important de se le dire. Il y a une différence de raisonnement, de mentalité, de fonctionnement entre l'homme et la femme. Donc, autre chose à prendre en considération pour qu'on puisse avoir une communication efficace, c'est que lorsque on est entré dans la vie à deux, dans le merveilleux voyage qui est le mariage, eh bien, vous êtes entrés chacun avec des bagages différents. Ça veut dire que l'homme est arrivé avec ses bagages, la femme est arrivée avec ses bagages. Et tous les deux, vous êtes rassemblés et puis vous mettez les bagages dans la même maison et vous commencez un voyage ensemble avec des bagages totalement différents. Dans chaque bagage, il y a quoi? L'éducation de chacun, les coutumes de chacun, la culture de chacun, les raisonnements de chacun. Donc, ça veut dire que chacun rentre dans le mariage avec des bagages qui sont totalement différents. À prendre en compte aussi dans notre communication. Parfois, on peut ne pas se comprendre. Par exemple, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre la différence de bagages, notamment au niveau des cultures, non seulement des cultures, parfois aussi des religions, parce que Dieu n'a pas créé les religions, mais les religions existent. Donc, il y avait un couple, c'était un couple adventiste évangéliste. Et ils se sont mariés, mais d'amour. Hein. Ils s'aimaient vraiment beaucoup. Ils se sont mariés, ils sont contents. Et voilà, nous deux, on est bien. Et puis, un jour, un problème s'est posé. Devinez quel problème? La femme voulait aller dans son sabbat le samedi. L'homme, lui, voulait rester à la maison le samedi pour pouvoir regarder ses émissions. C'est le seul jour où il peut rester tranquille à la maison. Mais la femme, elle disait, bon, si on reste à la maison, mais pas de télé, pas de ci, pas de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le sabbat, c'est samedi. Sauf que l'homme, le sabbat, il est habitué au dimanche. Donc, ça a été comme ça. Pendant un moment, ils ont essayé de supporter. Ça a commencé à créer des tensions, ça a commencé à créer des disputes parce que l'un ne comprenait pas l'autre. Ils n'arrivaient pas à communiquer pour essayer de voir comment ils auraient pu trouver un terrain d'entente justement par rapport à ça. Et donc, finalement, ce couple a fini à la longue, ça, parce qu'au fur et à mesure, ça a créé des couches. Et puis, à la longue, ce couple s'est séparé. D'accord? Ça part de rien. Parfois, ça part de petites choses, mais des petites choses qui finalement vont engendrer des problèmes de communication, qui vont engendrer des couches et des couches et des couches sur l'amour. Et on va se dire, bon, écoute, chérie, on ne s'aime plus, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la maison, on est dos à dos, voilà. Important de pouvoir prendre en compte dans la communication les différents bagages. Autre chose dans le couple, la communication. Lorsqu'on parle de communication, il faut pouvoir vraiment être les meilleurs amis. Vous devez être meilleurs amis l'un de l'autre. Lorsque tu as une épouse, lorsque tu as un époux, il faut que vous soyez meilleurs amis. Parce que parfois, ça arrive que, oui, mon meilleur ami, je l'ai depuis bien longtemps. Tu m'as trouvé avec mon meilleur ami, ma meilleure amie, tu m'as trouvé avec ma meilleure amie. Genre, voilà, elle est arrivée après. Donc, bon, l'histoire de oui, c'est toi qui dois être ma meilleure amie. Parfois, ça passe pas. Mais pour qu'un couple puisse bien aller, ton meilleur ami, ta meilleure amie, on ne t'interdit pas d'avoir des amis. C'est pas ça la question. Mais la personne à qui vous allez vous confier, la personne avec qui tu vas partager tes hauts, tes bas, tes journées, tes tristesses, tes peines, tes joies, ça doit être avec ton épouse, ton époux.
c'est important. Important pour votre communication de vous dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité parce que la vérité, ça fait toujours surface. Déjà, bibliquement, la Bible te dit que la vérité, les secrets, tout ce qui est caché va toujours refaire surface. Mais dans la vie de tous les jours, même sans connaître la Bible, tu le vois déjà que souvent, quand il y a un secret qui est caché au fin fond de la famille, souvent, ça ressurgit à un moment ou à un autre. Ça va se sentir. Et puis, toi-même, ça va te peser. Tu vas te dire, mais je ne peux pas lui dire. C'est trop difficile à dire ça. C'est trop compliqué ce qui m'est arrivé. Et puis, on ne dit pas. Et puis, ça pèse, ça crée des tensions, ça crée des problèmes de communication parce que tu vas essayer d'être gentil, parce que tu vas essayer de dire des mots gentils, mais cette chose-là, ce secret-là qui est en toi, qui grandit en toi, va finir par prendre la place. On est humain. Ça va finir par se voir sur ton visage, ça va finir par se voir dans ton comportement. Donc, il est important lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est dans ce beau chemin du mariage, de pouvoir se dire la vérité. La vérité va être parfois dure à entendre. C'est pourquoi il faut pouvoir se dire, OK, je veux être le meilleur ami de mon conjoint, de ma conjointe, je veux être la meilleure amie de mon conjoint, mais il faut que je sois prête à entendre aussi certaines vérités. Si se peut, il se soit passé quelque chose qui est dur, mais il faut pouvoir s'asseoir, prendre le temps, évidemment, de voir s'il n'y a pas les filtres, parce que déjà, la vérité parfois peut être dure et compliquée à dire, mais si en plus de ça, tu ne prends pas la peine de voir si eh bien, la personne est de bonne humeur, si, voilà, s'il n'y a pas de filtre pour pouvoir eh bien, dire cette vérité-là, eh bien, ça va être une catastrophe. Donc, important, lorsqu'on est à deux, ton mari, ta femme doit être ton meilleur ami, celui à qui tu te confies. Le confident ne doit pas dire, ou bien la confidente ne doit pas être quelqu'un extérieur à votre foyer. C'est vous deux. Vous devez être confidents les uns des autres. J'entends quelqu'un me dire, oui, mais tu sais, si je dis ça à ma femme, mon Dieu, ça va être compliqué. Elle va commencer aujourd'hui, elle va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle va me répéter la même chose jusqu'à dimanche. Oui, ça, je le comprends. C'est pourquoi c'est important de pouvoir vraiment travailler sur soi et se dire vraiment, on est à deux, on a décidé de faire le chemin ensemble, eh bien, il faut que déjà d'emblée, on sache que on va se dire la vérité, mais aussi toi, il faut que tu m'aides lorsque je te dis la vérité. Aide-moi pour que je puisse recommencer à te dire la vérité. C'est vraiment important, se dire la vérité, mais chacun de nous, on doit faire les efforts nécessaires pour, OK, la vérité est dure, je respire un bon coup, quitte à dire, bon, on va continuer la conversation un tout petit peu plus tard parce que c'est difficile à encaisser, etc. Mais il est important de pouvoir se dire la vérité. La vérité, non seulement ça soulage, la vérité aussi, ça permet le pardon. La vérité, ça permet vraiment de pouvoir avoir une cohésion dans le couple. Ça permet aussi de ne pas avoir de couches de poussière qui s'accumulent dans le couple. Donc, c'est important de pouvoir dire la vérité. Concernant les questions, si vous avez des questions, on va vous donner des petites feuilles et vous pourrez noter vos questions et puis elle va me les ramener et puis on va pouvoir répondre si on a le temps aujourd'hui à une question. Sinon, toutes les questions, de toutes les façons, on va répondre à toutes les questions, samedi, si Dieu veut. Donc voilà, elle va passer, elle va vous remettre un petit feuillet. C'est juste si vous avez des questions. Vous écrivez vos questions, évidemment, c'est anonyme, il n'y a pas de nom. Et puis après, elle va passer récupérer. Et puis, si on a le temps, je vais répondre à une question. En tout cas, sachez que samedi, il y aura la réponse à toutes les questions. Sauf si je me retrouve avec 30 questions, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, on va faire notre maximum pour répondre aux questions au fur et à mesure de la semaine. Mais tous, on va essayer de répondre aux questions samedi. Donc, soyez les meilleurs amis l'un de l'autre. Il faut en parler. Il faut dire, OK, c'est comme une entreprise. Quand tu as décidé de monter une entreprise, tu sais déjà d'avance à l'associé que tu as pour pouvoir monter l'entreprise. Tu lui dis, ben, écoute, on veut monter l'entreprise, voilà, il y aura tel sacrifice, telle chose que nous devons faire. Voilà. Il faudra qu'on fasse ci, il faudra qu'on fasse ça. Il faudra qu'on se dise si le mariage, c'est vraiment pareil. On est à deux, eh bien, on discute. On veut réussir, on veut vivre un bon mariage, on veut être heureux dans le mariage. Il y a assez de stress dehors. Donc, au moins à l'intérieur de la maison, qu'on puisse être bien. Il y a des couples il y en a qui restent dehors un petit peu, un maximum
de temps possible parce que dans la maison, il y a trop de tension, parce que dans la maison, on n'est pas à l'aise, parce que dans la maison, on n'a pas de confident, parce que dans la maison, voilà. C'est vraiment important de travailler sur soi-même et travailler ensemble pour pouvoir être le confident de l'un de l'autre, pour pouvoir être des meilleurs amis. Donc ça, c'est toujours dans la communication. Autre clé dans la communication, c'est choisir de dire des choses qui emmènent la vie. Choisir de dire des choses qui emmènent la vie. Proverbe 18, dans le livre des Proverbes 18, verset 21, la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. OK, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu vas voir que dans la positive attitude, tout ce qui est coaching, développement personnel, c'est ce qu'ils utilisent. Certains ne connaissent même pas la Bible, mais c'est ce qu'ils utilisent. Donc, ça veut dire que là, il nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ta langue, tu peux tuer, par ta langue, tu peux donner la vie. Rien que dans la vie de tous les jours, tu vas voir que un enfant qu'on a toujours dit, tu es bête, tu vas pas y arriver, tu es nul, tu es, je ne sais pas, tu vas pas réussir à l'école. 100% du temps, cet enfant-là ne réussit pas. C'est très rare. Sauf cas exceptionnel, l'enfant a fait une expérience particulière avec Dieu, et puis voilà. Mais on va dire 99,99% du temps, eh bien, cet enfant-là ne va pas réussir. Tout ce que tu proclames, même sur les plantes, il y en a qui ont fait l'expérience, moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais même sur les plantes, tu vois vraiment que lorsqu'on prononce des paroles sur les plantes même, eh bien, il y a des expériences qui ont été faites lorsqu'on prononce des paroles sur les plantes. Il y a des plantes qui poussent bien et d'autres plantes qui finissent par faner. Donc, il faut choisir de dire des choses qui emmènent la vie dans notre couple. Il faut pouvoir dire de bonnes choses. Notre foyer va y arriver. Mon mari est un bon mari. Mon épouse est une bonne épouse. Tu vas me dire, oui, mais si c'est pas un bon mari, je vais pas dire que c'est un bon. Non, il faut pouvoir dire de bonnes choses sur ton mariage. Il faut pouvoir dire de bonnes choses sur ton mariage. J'aurai un bon mariage. Je serai heureuse ou heureux dans mon mariage. Il faut pouvoir choisir de dire de bonnes choses dans notre mariage. Pour finir, presque, dans notre communication, il faut éviter certaines choses. Voici ce qu'il faut éviter. Éviter de crier, même si ça ne va pas, même si c'est dur, même si, voilà, on sent que la pression monte, éviter de crier. C'est pourquoi il ne faut pas discuter, il ne faut pas avoir de la communication avec son conjoint si, eh bien, on a de la colère, parce que sinon on risque de crier. Éviter de crier. Si tu sens que tu ne peux pas maîtriser le cri, eh bien, il faut pouvoir arrêter la communication et puis se dire, bon, je pense que pour nous-mêmes, mieux vaut reprendre la conversation un peu plus tard. Éviter de crier, éviter d'insulter. L'insulte, tout de suite, va créer un filtre. Quand tu insultes quelqu'un, même si tu as raison, tout de suite, ça va créer un barrage, ça va créer un filtre et la personne, automatiquement, la plupart du temps, va riposter. Soit elle va se renfermer sur elle-même, soit elle va riposter. Et là, la communication, eh bien, n'aura aucun effet, ça ne va servir à rien. Donc, il faut pouvoir vraiment éviter d'insulter. Éviter de toujours éclater en sanglots. Ça arrive, c'est parfois, souvent chez la femme, à chaque fois qu'on essaye de discuter, elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il faut éviter cela dans la communication. Ça met aussi des filtres. C'est un autre type de filtre, mais ça met aussi des filtres. Donc, ça veut dire que si tu sens que tu n'es pas prêt à discuter, tu sens que les pleurs commencent à monter, et puis à chaque fois, c'est la même chose, il faut pouvoir travailler sur ça pour ne pas qu'à chaque fois, on éclate en sanglots pendant qu'on communique, pleurer. Donc, on pleure pendant qu'on parle, pendant qu'on discute. Autre chose à éviter lorsqu'on communique, c'est éviter d'essayer d'avoir le dernier mot. On n'essaye pas d'avoir le dernier mot puisqu'on n'est pas des ennemis, on est dans la même équipe, mais on essaie tout simplement de communiquer pour se comprendre, pour trouver des solutions, pour voir comment on peut améliorer le jardin de l'amour que nous avons bien choisi de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut aussi éviter de faire? Éviter de se taire, faire silence. Il y a beaucoup de personnes
qui, lorsque ça va pas dans le couple, lorsque la communication, soit il y a eu des filtres, ou bien ils ont été vexés, ou bien, voilà, tout de suite, ils vont se terrer. C'est pas français, mais tu m'as compris. Tout de suite, ils vont rentrer dans leur caverne. Souvent, les hommes, souvent, ils entrent dans leur caverne. Donc, ça veut dire qu'ils ne disent plus rien. Ils vont te dire, oui, OK, il n'y a pas de souci. Et puis, ils vont faire ce que tu as dit de faire, ou bien, bonjour, comment tu vas, c'est tout. Mais ils sont enfermés, ils ne parlent plus de quoi que ce soit. Ils ne parlent plus d'eux, ils ne parlent plus. Donc, ils se renferment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Peu importe les raisons pour lesquelles on se décide de se taire ou de se renfermer, lorsqu'on veut vraiment l'épanouissement de notre couple, il faut absolument prendre sur soi pour pouvoir essayer d'avoir une communication efficace. Donc, éviter de se taire, éviter de rentrer dans un silence simplement peut-être pour se protéger ou bien simplement pour éviter des discussions trop dérangeantes. Eh bien, il faut pouvoir quand même trouver le moyen de communiquer, mais avec les clés de la communication efficace, eh bien, on va y arriver. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ne pas se taire. Ça veut dire que, je m'explique. Il y a des moments où il faut pouvoir se taire. Mais quand je dis se taire, c'est dans le sens où on fait silence, on ne dit plus rien. On ne veut pas communiquer. Cette personne-là, tu lui dis, mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on trouve des solutions. La personne te dit, mais non, c'est pas la peine. C'est pas grave. Laisse ça, on abandonne ça, on laisse ça. Et puis la personne ne veut plus en parler. C'est se refermer dans sa coquille et donc ça pose de gros problèmes de communication et donc ça empêche vraiment au foyer de se développer et des couches commencent à monter dans le mariage et puis à étouffer l'amour. Il faut éviter aussi, lorsqu'on vit à deux, il faut éviter les mots comme jamais. Tu n'es jamais là lorsqu'on a besoin de toi. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. Parce qu'il n'a pas été là 2 fois, mais les autres fois, il était là. On va dire, tu n'es jamais là lorsque, eh bien, on a besoin de toi. Ou encore, on va dire, tu es toujours en retard parce que la personne a été un petit peu en retard aujourd'hui, toujours en retard. Dans la communication, il faut éviter ça. Surtout une femme face à un homme. Parce que tout de suite, il va dire, mais il ne faut pas exagérer quand même. Et ça peut poser, ça cause des problèmes, réellement, ça cause des problèmes de communication, et ça va mettre un filtre tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, mais il y a de l'exagération. Je fais tellement d'efforts pour pouvoir être présent. Et là, il me dit, je suis jamais là. Donc, il ne va même pas entendre le reste de ta phrase. Hein. Ça veut dire que tu as commencé par jamais là, mais après, tu vas peut-être dire, mais oui, mais c'est vrai que tu as fait des efforts les autres fois, machin. Mais comme tu as commencé par tu n'es jamais là, tout de suite, il y a un filtre qui s'est mis et donc la suite de la communication est compliquée. On a du mal à se faire comprendre. Donc, les mots à éviter lorsqu'on communique ensemble, c'est toujours et puis jamais. Et puis les mots qui ressemblent à cela, toujours, jamais. Donc, voilà, on comprend bien que la communication, c'est pas aussi simple que, eh bien, on a tendance à le croire comme si, bon, comme on sait parler, on parle. Mais la communication, c'est vraiment un art. Et c'est un art que on va entraîner, il faut l'entraîner au fur et à mesure. Tu vas pas acquérir cet art-là tout de suite. D'un seul coup, tu vas dire, bon, je deviens professionnel de la communication parce que tu parles beaucoup. Tu peux beaucoup parler et puis tu n'as pas l'art de la communication. Il faut pouvoir cultiver l'art de la communication, eh bien, en essayant de faire attention, bon, de ne pas insulter, de ne pas utiliser les termes jamais, de faire attention à notre langage non verbal, faire attention aux accusations, faire attention vraiment à toutes ces choses, à la différence qu'il y a entre un homme et une femme, notre différence culturelle, notre différence d'éducation. Donc, lorsqu'on fait attention à tout cela et qu'on arrange au fur et à mesure, eh bien, notre qualité de communication, on finit par avoir une communication qui est suffisante pour pouvoir avoir un mariage qui est heureux. Parce que déjà, rien que le travail sur la communication, rien qu'une bonne communication dans un couple, tous les couples que tu vas interroger, tu vas leur poser des questions, des couples qui réussissent ensemble, qui sont là ensemble, 40 ans, 50 ans. Je ne parle pas des couples qui font semblant, ils sont dans la souffrance, mais ils sont là ensemble et puis bon, c'est tout. Mais je parle vraiment des couples qui sont encore amoureux 40 ans, 50 ans, 60 ans après. Ces couples-là, quand tu leur poses la question, la communication, c'est l'une des bases. C'est la base dans le couple pour pouvoir réussir. C'est par la communication simple, mais la communication efficace. La communication qui fait attention à l'autre. La communication qui
écoute, la communication qui prend en compte les différences, la communication qui n'accuse pas, la communication qui vraiment prend le temps, eh bien, de dire la vérité. C'est cette communication-là qui va permettre que votre couple pourra être un couple heureux, un couple vraiment qui va passer les différents travers, les différentes épreuves de la vie. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous laisse le temps de noter. Toi, tu fais une question orale? OK. OK. Il est rentré dans sa coquille. C'est ça. Il est rentré dans sa caverne. C'est ce qu'on disait. Ça arrive que, eh bien, l'homme peut entrer dans sa caverne et puis ne pas discuter. Ça arrive chez les femmes aussi, hein. C'est plus rare, mais ça arrive quand même. Il y a des femmes qui rentrent aussi dans leur caverne parce que, bon, voilà, elles ne trouvent pas, voilà, elles ont leur raison, ou bien ils ont leur raison, mais ils rentrent dans leur caverne. Bon, déjà, il faut déjà que dans le couple, déjà de base, c'est pour ça que c'est important les formations avant le mariage, les formations avant d'entrer dans la vie à deux. Il faut déjà que, et même si on est marié, ce n'est pas grave, c'est toujours le temps de rattraper. On se dit que, écoute, on veut vivre bien. On veut pas juste un mariage juste pour être ensemble, juste pour s'accompagner l'un l'autre, pour ne pas être seul, mais on veut jouir de notre mariage. Ça, c'est l'objectif en fait de toutes ces conférences. On en aura plusieurs durant l'année. L'objectif, c'est de jouir de son mariage. C'est vraiment important. À partir du moment que tu commences à pratiquer tout ce que j'ai dit là ce soir, eh bien, tu vas voir que rien qu'en pratiquant les petites choses, lorsque le conjoint parle, écoutez. Parce que parfois, l'homme parle, mais souvent, une femme, ça peut être l'inverse aussi, hein. Quand je parle des deux, mais souvent, c'est dans ce sens-là. L'homme va parler, va dire quelque chose. La femme qui a déjà la certitude qu'elle a raison, eh bien, tout de suite, elle va être en train de réfléchir à ce qu'elle va répondre. Et donc, l'homme va se dire, mais c'est pas possible. Je lui ai déjà expliqué, mais en fait, on aurait dit que ça rentre là, ça sort pas, ça sort là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, mais ça sert à rien de communiquer. Donc, autant rentrer dans ma caverne. Moi, j'ai beau te parler, j'ai beau t'expliquer la situation, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Mais toi, enfin, on en dit que tu ne comprends pas. Donc, il va se fermer. Donc, déjà, pour ouvrir la porte, justement, d'une personne qui rentre dans sa caverne, il faut déjà user de grâce, Éphésiens 4:6, et user de grâce, user de douceur, d'amour. Il faut venir avec amour. Il ne faut pas venir parce que, bon, il est là dans la maison, il ne dit rien et il ne fait rien non plus, soi-disant, il est chef, etc. Et puis, on sent que, OK, tu veux communiquer, mais on sent déjà qu'il y a une animosité. On sent déjà que le visage déjà n'arrive pas avec amour. Si tu veux ouvrir la porte d'une caverne de quelqu'un qui a fait silence, déjà, il faut arriver avec amour. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut sélectionner tes mots. Ne commence pas par dire, ah oui, mais c'est à cause de toi si notre mariage ne fonctionne pas, parce que tu ne dis rien, tu restes enfermé dans ta caverne. Tout de suite là, la caverne, elle va se refermer avec un deuxième double tour. Donc, c'est vraiment important, la manière dont on vient vers la personne, amour. Essayer de, lorsque la personne nous parle, lorsque notre conjoint nous parle, lorsque notre conjointe nous parle, essayer de bien écouter ce qu'il dit. Essaye de répéter pour dire, mais est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Tu m'as dit telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Et en quoi, qu'est-ce que ça te fait exactement? Essayez vraiment de se comprendre l'un l'autre. À partir du moment que tu commences à faire ça, tu écoutes, tu vérifies que tu es bien compris. Tu fais pas en sorte de gagner la bataille, puisque vous n'êtes pas dans une bataille. Tu fais en sorte que, il faut qu'il voit que tu n'es pas là pour gagner. Tu n'es pas là pour gagner. Du moment qu'il voit que tu n'es pas là pour gagner un combat, que tu n'es pas là pour avoir raison, mais que tu veux juste que, eh bien, votre couple fonctionne, ça va se sentir, ça va se voir. Donc, c'est pour ça qu'avant même d'aller parler, fais un travail sur toi-même. Si tu sens déjà l'animosité qui monte en toi parce que tu le vois assis là, qui ne dit rien, qui ne fait rien, et puis le couple est en train de s'écraser, commence déjà par calmer,
fais quelque chose que tu aimes, fais autre chose pour pouvoir revenir avec amour, avec patience, avec sagesse, sans accusation, sans insulte, sans crier, avec un langage non verbal le plus neutre que possible et en essayant de comprendre l'autre. À partir du moment qu'on agit comme ça, tu vas voir qu'au fur et à mesure, faut pas t'attendre à ce que le premier jour, la personne est habituée à rester dans sa caverne. Le premier jour, tu veux qu'ils te disent ta, 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 ta. Surtout, nous, les femmes, on a un débit de parole qui est extraordinaire. Je crois que pour, on va dire que pour 200 mots d'un homme, une femme, on a 4000. Le temps que la femme dise 200, la femme, elle a déjà dit 4000 mots. C'est naturel. C'est génétique. Mais, donc, ça veut dire que quand un homme, justement, est dans sa caverne, il ne faut pas t'attendre à ce que, ben, tout de suite, oui, mais, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Une chose à la fois, un jour à la fois, un pas à la fois. Déjà, lui faire comprendre que c'est par amour, lui faire comprendre que, ben, tu n'es pas là pour gagner un combat. Toi-même, tu n'as même pas besoin de lui dire ça. Sur ton langage, sur ton comportement, ça va se voir. OK? OK. Donc, il y a eu une question orale, mais il est 19h28. Donc, les autres questions seront par écrit. On va essayer de les répondre au fur et à mesure. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on a vu une des mines dans le couple, c'est-à-dire la communication. Beaucoup de couples, la plupart des couples. Vous savez, la base, il y a plusieurs pourcentages dans les divorces, en fait. Quand on fait le pourcentage des divorces, ils demandent les causes, etc. Ils analysent les causes des divorces. On te dit que l'infidélité, la première cause. Deuxième cause, l'égoïsme du partenaire. Troisième cause de divorce, le mauvais caractère. Quatrième cause, la jalousie, les comportements abusifs. L'incompatibilité vient après. L'argent vient en avant-dernier, après la belle famille, etc. Donc, lorsque on regarde toutes ces choses-là, finalement, tu te rends compte que la communication, c'est la base. Parce que si un couple communique bien, tout de suite, tu vas détecter les tendances à l'infidélité. Tu vas détecter qu'il y a un problème avec la belle famille qui met la pression, qui met la zizanie dans le couple. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude de communiquer, vous êtes meilleurs amis l'un de l'autre et tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, chérie, à mon travail, il y a un homme qui n'arrête pas. Il faut pouvoir le dire. Il ne faut pas se dire oui, mais il va penser que c'est parce que je suis machin. Mais le gars, il n'arrête pas. Tu as beau dire, mais reste tranquille, je suis mariée, etc. On te donne toutes sortes de phrases. Il faut pouvoir en parler à ton mari. Il faut pouvoir lui dire. L'homme aussi, pareil. Il y a une femme là, bon, voilà. Bien Coca-Cola, gentil, secrétaire. Généralement, les secrétaires, comme on dit, c'est pas vrai, les pauvres. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que, voilà, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir le dire. Il y a une femme, chérie, qui est dans le travail et elle me harcèle. Elle est là après moi tout le temps. Ça me dérange vraiment. Je partage avec toi parce que je ne sais pas comment faire. Et comme il y avait eu le sketch là, le 26, le dimanche de la famille, eh bien, on a eu cet exemple-là où, eh bien, il est venu lui dire à l'ami, mais écoute, je ne sais pas comment faire. Il m'envoie des messages tout le temps. Eh bien, dans ce cas-là, c'est tout de suite, mais ça s'est mal passé d'ailleurs dans le sketch, eh bien, il faut tout de suite aller dire, chérie, bon, voilà les messages, voilà, voilà ce qui se passe, etc. Et on se confie. Et on essaye ensemble de trouver des solutions, justement, pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et ainsi, tu vas éviter tous ces problèmes qui causent la séparation dans les couples. Communiquer, parler ensemble, écouter, prenez en considération la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Faites attention aux filtres avant de communiquer et vous auriez une communication efficace dans le mariage qui va vous permettre de pouvoir déjà avoir une base pour pouvoir vivre un mariage heureux. Il y a autre chose. Il y a les finances, comment gérer les finances dans le couple. On va voir ça dans la semaine. On va voir l'amour dans le couple. Pourquoi l'amour diminue? Comment faire pour vraiment garder cet amour vivant? Toutes ces choses-là, le devoir du mari, le devoir de la femme, les tâches ménagères dans le mariage, toutes ces choses-là, eh bien, ils vont se régler aussi dans la communication, mais c'est important quand même d'en parler pour que, eh bien, on puisse savoir comment gérer tout cela pour qu'on puisse avoir notre mariage heureux, c'est-à-dire jouir de notre mariage. Il ne faut pas te marier pour te marier, il faut te marier en te disant que, mais oui, je vais jouir de mon mariage. Et surtout, pour finir, ne te marie pas en te disant, mais dans le mariage, même si tu es déjà marié ou que tu comptes te marier, ne te dis pas, je me marie pour qu'il me rende heureuse ou bien pour que je puisse trouver une bonne maman pour remplacer ma maman ou bien pour que je puisse trouver une bonne femme pour me faire du bien. Non, on se marie pour faire du bien à l'autre. Dès qu'on a commencé par ça, eh bien, tout le reste va se mettre en place tranquillement avec
simplement un peu de connaissances supplémentaires, mais dès qu'on a compris qu'on ne rentre pas dans la vie à deux pour trouver du bien, mais pour faire du bien à l'autre, eh bien, le reste va découler tranquillement. Ça, c'est la base du mariage heureux. Je veux une vie à deux, mais pour faire du bien à mon conjoint, je vais me marier, mais pour faire du bien à mon épouse. Voilà. Du moment que tu as fait ça, le retour va se faire automatiquement. Et puis, communication efficace avec toutes les clés que je vous ai données. Voilà, l'heure est déjà arrivée, il est déjà 19h30 avec le couvre-feu. Donc, nous sommes obligés de terminer là. Donc, demain, nous nous retrouvons exactement à la même heure. On va essayer de commencer à 18h. On va commencer à 18h pour avoir le temps vraiment de répondre à un maximum de questions. OK? Donc, voilà, merci d'être venu. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne soirée. On va terminer notre moment par la prière, évidemment. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous enseigne, tu es le Dieu qui nous conduit. Seigneur, en cet instant, nous désirons, Seigneur mon Dieu, vivre des mariages heureux, jouir de nos mariages. Aide-nous à comprendre comment y parvenir. Aide-nous à y parvenir. Donne-nous la sagesse, le langage. Aide-nous à communiquer efficacement, Père. Aide-nous à vraiment mettre en place, Seigneur mon Dieu, à part les choses nécessaires pour pouvoir vivre ce mariage heureux. Bénis, Seigneur, chaque foyer, Seigneur, qui est là, chaque couple qui est là ce soir, et ceux qui ne sont pas encore mariés, tu les bénis, Seigneur, de sorte qu'ils puissent trouver, Seigneur, et faire le bon choix, et que dans leur mariage, ils puissent aussi jouir de leur mariage. Père, nous t'avons dit merci, et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Une très bonne soirée à chacun de vous, et puis à demain, si Dieu le veut. OK.